Bonjour à tous. Bienvenue dans notre premier cours de Semi-conducteur 3. La présentation d'aujourd'hui portera sur le transistor unijonction, appelé TUJ, ou en anglais UJT. Comme vous pouvez voir, c'est un composant qui pourrait s'apparenter facilement à un transistor standard. Le composant comporte 3 bornes, comme les transistors que nous connaissons. Pourtant, son fonctionnement est bien différent. Débutons notre analyse. Tout d'abord, il faut garder en tête que le transistor unijonction est ce qu'on appelle un semi-conducteur unidirectionnel. Le courant ne peut donc circuler que dans un seul sens. Et c'est un composant avec un seuil de tension. Nous verrons par la suite ce que cela signifie. Il faut faire bien attention de ne pas confondre le TUJ avec un transistor standard. Même si le symbole peut s'apparenter, le fonctionnement est très différent. Tout d'abord, regardons nos bornes. La première borne, que nous nommons la borne de contrôle, est appelée l'émetteur. Et les deux autres bornes sont appelées base 1 en bas et base 2 ici en haut. Comparativement au transistor standard, ce n'est pas le courant qui circule entre les deux bases ici qui nous importe, mais c'est bien le courant qui circule entre l'émetteur et la base 1. Nous allons le nommer le courant IE, donc le courant d'émetteur. Si nous résumons le fonctionnement du TUJ dans sa plus grande simplicité, initialement, à son état de repos, le TUJ est bloqué. Quand on dit qu'il est bloqué, c'est parce qu'entre l'émetteur et la base 1, il n'y a aucun courant. Le courant IE est donc nul. C'est son état bloqué. Son autre état est l'état passant. Lorsque le TUJ est passant, le courant qui circule entre l'émetteur et la base 1 est virtuellement infini. C'est presque considéré comme un court-circuit. Donc, il y peut avoir un très gros courant qui circule entre l'émetteur et la base 1. Ce sont les deux états que nous devons garder en tête initialement, l'état bloqué et l'état passant. Et à chaque fois, c'est relatif au courant entre l'émetteur et la base 1. Pour continuer avec le fonctionnement de base du TUJ, pour passer de l'état bloqué à l'état passant, il faut appliquer une tension à l'émetteur. Il faut que la tension à l'émetteur, par rapport à la tension à la base 1, donc la différence entre la tension de l'émetteur et de la base 1, que nous allons nommer VEB1. Il faut appliquer une tension suffisante à l'émetteur, une tension assez élevée pour débloquer le TUJ. Cette tension à l'émetteur, entre l'émetteur et la base 1, doit être plus grande que ce qu'on appelle la tension de pic. La tension de pic, VP, est la tension nécessaire appliquée à l'émetteur pour déclencher le TUJ. Tant et aussi longtemps que la tension VEB1 n'a pas atteint le seuil de tension VP, le TUJ va rester bloqué. Il n'y aura donc aucun courant qui va circuler entre l'émetteur et la base 1. Lorsque nous aurons atteint la tension de déclenchement VP, la jonction émetteur-base 1 deviendra passante. Et par la suite, et c'est la grande caractéristique de notre TUJ, le transistor TUJ demeurera passant. Donc, il restera dans son état passant
même si on diminue sous le seuil VP. Il ne faut donc envoyer une tension suffisante qu'une seule fois pour le déclencher et ensuite le transistor va rester passant. Il va rester passant jusqu'à une seconde condition qui sera nécessaire pour le rebloquer. Continuons. Pour rebloquer le TUJ, une fois que le TUJ a été déclenché, il faut que notre tension de contrôle à l'émetteur, donc la tension VEB1, descende sous un autre seuil, un seuil plus petit, la tension qu'on va appeler tension de vallée, VV. Donc la tension de vallée, si notre tension de contrôle VEB1 descend sous la tension VV, notre TUJ va se rebloquer. Une fois qu'il se sera bloqué de nouveau, il restera bloqué et donc la jonction émetteur base 1 sera un circuit ouvert, il n'y aura aucun courant qui va circuler, tant qu'on ne réenclenche pas le TUJ par la même méthode en augmentant la tension émetteur plus haut que la tension VP. Ce sont donc les deux seuils de tension à se remémorer. Tension de pic, tension VP pour déclencher le TUJ, et la tension VV, tension de vallée, pour rebloquer le TUJ lorsque nous descendons sous le seuil VV. Maintenant que nous avons vu le fonctionnement initial du TUJ, nous allons regarder un petit peu plus en détail ses caractéristiques internes. Je vous encourage évidemment, tout au long des présentations, à faire pause à tout moment, arrêter à tout moment, revenir sur la présentation pour mieux comprendre et surtout à poser vos questions et à répondre à vos camarades dans le canal Teams. C'est l'endroit où nous allons nous regrouper pour poser toutes nos questions, répondre tous ensemble et ainsi tout le monde pourra profiter des réponses et des questions de tous. Donc, nous savons maintenant que pour déclencher le TUJ, nous devons appliquer à l'émetteur une tension suffisante par rapport à la base 1, la tension VP. Mais comment est déterminée cette tension VP? Pour le comprendre, il faut regarder le fonctionnement interne du TUJ. Évidemment, le fonctionnement ici est simulé de façon représentative, même si ce n'est pas exactement les composants qui se retrouvent à l'intérieur du TUJ. Mais ça représente très bien son fonctionnement. Il faut visualiser entre la base 2 et la base 1 l'équivalent de deux résistances, qui forment donc un diviseur de tension en son centre. Évidemment, si les deux résistances étaient exactement identiques, la tension du diviseur de tension à son centre serait la moitié de la tension appliquée aux bases. L'émetteur doit être vu comme une jonction avec une diode qui va justement se brancher au centre de notre diviseur de tension. Qu'est-ce que cela permet de déduire? Continuons notre analyse. À l'état bloqué, initialement, il y a une résistance entre les deux bases, une résistance totale, qu'on appelle la résistance RBB, donc la résistance entre les deux bases. Si nous additionnons, on pourrait dire les deux résistances ici en série, ça nous donne la résistance RBB, qui est la résistance que nous nommons RB1, et la résistance RB2 en série ensemble. Cette valeur est environ entre 5 et 10 kΩ, donc c'est une résistance qui est assez élevée.
on voit tout de suite que le but du transistor n'est pas de laisser circuler un courant entre les deux bases. Une résistance de 10 kΩ entre les deux bases ne permettra jamais à un gros courant de circuler. L'émetteur agit un peu comme une diode qui va se brancher justement à la jonction des deux résistances. Continuons. Comme nos deux résistances agissent un peu comme un diviseur de tension, cela fixe une tension à la cathode de notre diode. Qu'est-ce que ça prend pour une diode afin de devenir passante? Il faut que la tension à l'émetteur soit plus haute que la tension de l'autre côté, ici, donc à la cathode de la diode. L'anode de la diode doit être au moins, faisons une approximation, environ 1 demi-volt, 0,6, 0,7 volts de plus, pour que la diode puisse devenir passante. Vous allez voir que dans le cours de semi-conducteur 3, les calculs sont limités à leur minimum et toutes les approximations que nous pouvons faire, nous allons les faire, étant donné que la majorité du temps, c'est amplement suffisant de faire des approximations sans rentrer dans les calculs pour pouvoir comprendre un circuit. Et je vous garantis que très peu de techniciens avioniques sortent leur calculatrice au quotidien. Comme nous venons de dire, pour devenir passante, il faut donc une tension plus grande à l'anode qu'à la cathode, d'au moins 1 demi-volt, 0,7 volt, quelque chose comme ça. Si on additionne donc la chute de tension de la diode, donnons une approximation à 1 demi-volt pour simplifier nos calculs, et que nous avons une tension ici fixe par le diviseur de tension entre les deux résistances, nous devrions être capables de déduire la tension nécessaire à appliquer à l'émetteur pour rendre la diode passante vers la base numéro 1. Faisons un premier exemple. Si nous regardons la fiche technique ne donnera pas directement les valeurs de ARB1 et de ARB2. La fiche technique va toujours nous donner la valeur RBB, ce qui veut dire l'addition des deux résistances à l'état bloqué. Qu'est-ce que la fiche technique va nous donner par contre? C'est ce qu'on appelle le rapport intrinsèque. Le rapport intrinsèque, même si c'est un grand mot, c'est très simple à comprendre. C'est le rapport de RB1 par rapport à RBB. Donc, le rapport de la résistance RB1 par rapport à la résistance totale RBB. Selon la tension qu'on applique entre les bases, que nous allons appeler la tension VBB, et selon le rapport intrinsèque, qui est donc la valeur de RB1 par rapport au total, on devrait être capable de déduire la tension VP en y ajoutant la chute de tension d'une diode. Ça peut sembler nébuleux pour l'instant, mais vous allez voir que c'est très simple. Allons-y pour notre premier exemple. Si nous avons une fiche technique qui indique que pour le TUJ que nous avons, la résistance RBB est de 10 kΩ, ce qui veut dire que l'addition des deux résistances ici donne 10 kΩ. Mais la fiche technique nous dit aussi que le rapport intrinsèque est de 0,75. Ce qui veut dire, en d'autres mots, que la résistance RB1 est de 0,75 par rapport à l'ensemble de la résistance
qui serait donc sur 1. On pourrait dire que la résistance RB1 est donc le 3/4 de la résistance totale. Vous pouvez le voir comme vous voulez, ce n'est qu'un rapport, tout simplement. Si on applique une tension, parce que lorsqu'on va concevoir le circuit, c'est nous qui appliquons la tension VBB selon notre circuit. Si dans le cas précis où j'utilise mon TUJ, la tension VBB est de 8 volts. Il y a donc 8 volts entre la base 2 et la base 1. Et je sais que mon rapport intrinsèque est de 0,75. Ce qui veut dire que la résistance en bas est le 3/4 de la résistance totale. Est-ce que cela pourrait donc vouloir dire que la tension aux bornes de RB1 équivaut au 3/4 de la tension VBB totale? Eh bien oui, c'est exactement comme ça qu'il faut le déduire. Si nous avons donc 8 volts entre les bases 2 et les bases 1, et que le 3/4 de cette tension se ramasse aux bornes de RB1, nous avons donc une certaine tension très facile à calculer sans calculatrice à notre diviseur de tension, à la jonction ici, à la cathode de notre diode. Et pour notre approximation, disons qu'il y a environ 1/2 volt de plus pour pouvoir rendre la diode passante. Est-ce que vous êtes capable de déduire quelle serait alors la tension VP que je dois combattre? Quel est le seuil VP que je dois combattre pour rendre le TUJ passant? Prenez le temps d'y réfléchir. Vous pouvez faire une pause aux vidéos en ce moment pour tenter de résoudre ce petit problème. Allons-y maintenant pour la réponse, si vous avez trouvé. La tension VP devrait donc approximativement dépasser 6,5 volts pour rendre le TUJ passant. Donc, la tension VP étant le seuil à combattre pour rendre le TUJ passant. Si nous avions 8 volts total entre les bases 2 et les bases 1, et que le 3/4 de la tension se ramasse aux bornes de RB1, on peut facilement déduire qu'il y a environ 6 volts à la jonction de notre diviseur de tension. Si nous ajoutons environ le demi-volt de la diode, on peut déduire que notre tension VEB1, donc la tension entre l'émetteur et la base 1, doit être supérieure à 6,5 volts ou environ, afin de rendre le TUJ passant. C'est de cette façon-là qu'on est capable de déduire et de calculer la tension de seuil, VP, pour rendre le TUJ passant. Évidemment, si notre tension VBB est modifiée, la tension de seuil VP nécessaire sera aussi modifiée. Mais le rapport intrinsèque demeurera toujours le même. Ce qui veut dire que si je mets 20 volts à VBB, il y aura environ le 3/4 ici, ce qui veut dire 15 volts peut-être à la jonction de notre diviseur de tension, et ça me prendra donc 15 volts et demi au minimum entre l'émetteur et la base 1 pour devenir passant. Prenez bien le temps de comprendre cet élément. N'hésitez pas à poser vos questions sur le canal Teams si vous avez de la difficulté. C'est donc la méthode pour rendre le TUJ passant. Il faut combattre la tension VP entre l'émetteur et la base 1. Une fois cette tension dépassée, une fois ce seuil dépassé, le TUJ va demeurer passant. Et c'est la deuxième caractéristique importante que nous allons étudier.
Continuons. La deuxième caractéristique permet au TUJ de rester passant tant et aussi longtemps que la tension EB1 n'a pas descendu sous un autre seuil plus petit que, si vous vous rappelez, nous avons appelé VV, la tension de vallée. Pour comprendre ceci, il faut voir que notre résistance RB1, qui est en bas, peut être simulée, on pourrait dire, par une résistance variable. C'est évidemment une image, ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne à l'intérieur, mais ça nous permet de mieux comprendre le fonctionnement. Lorsqu'on a combattu la tension de seuil VP, on a réussi à rendre le TUJ passant. Le courant circule librement entre l'émetteur et la base 1. Mais lorsque notre TUJ devient passant, il y a un effet qui se produit à l'interne, ce qu'on appelle l'effet de résistance négative. En effet, du moment que le TUJ devient passant, la résistance RB1 diminue. Elle devient de plus en plus petite. Elle devient une faible résistance. C'est ce que nous appelons l'effet de résistance négative. Pourquoi est-ce qu'on nomme résistance négative? Parce que plus le courant augmente, plus la résistance diminue, et donc moins il y a de chute de tension, moins il y a de tension aux bornes de RB1. Ce qui est contradictoire avec ce qu'on connaît d'habitude. Habituellement, plus le courant augmente, plus la tension augmente aux bornes de la résistance. Mais dans un TUJ, la résistance étant variable, plus le courant augmente, plus la résistance RB1 diminue, telle une résistance variable. C'est pour ça qu'on nomme cet effet l'effet de résistance négative. Qu'est-ce que cela a comme effet? Eh bien, lorsque le courant IE devient plus élevé, jusqu'à devenir presque un court-circuit, RB1 va diminuer grandement. Et donc, la tension à notre diviseur de tension devient plus petite aussi. Ce qui fait que ça prend moins de tension à notre émetteur entre VEB1, entre l'émetteur et la base 1, pour conserver le TUJ dans son état passant. C'est pour ça que nous avons deux seuils, le seuil de déclenchement et le seuil de blocage. Pour déclencher, on doit combattre la tension VP, et ensuite de ça, pour le rebloquer, nous devons descendre sous le nouveau seuil de tension, défini par la résistance ici qui a diminué. Ce seuil étant plus petit, nous l'appelons le seuil VV, la tension de vallée. Comme nous venons de dire, la tension entre l'émetteur et la base 1 est donc maintenant plus petite, étant donné que la chute de tension à RB1 est plus petite. La tension ici diminue et ça nous prend donc moins de tension à l'émetteur pour conserver notre circuit à l'état passant. C'est cette tension que nous appelons tension de vallée. Si la tension entre l'émetteur et la base 1, notre tension de contrôle, donc VEB1, si elle descend sous le seuil VV, alors le TUJ va se rebloquer à nouveau, la diode n'est plus passante, il n'y a plus de courant qui circule entre VEB1. Le TUJ donc se rebloque et il faut recommencer le cycle. Si nous résumons donc le fonctionnement en essayant de simplifier au maximum le fonctionnement, justement,
Débutons par lorsque la tension VEB1 est plus petite que la tension VP. À l'état initial, le TUJ est bloqué. Il n'y a aucun courant IE. C'est comme un circuit ouvert entre l'émetteur et la base 1. C'est l'état initial, l'état de repos de notre TUJ. Pour débuter mon cycle, ma tension VEB1 doit augmenter plus haut que ma tension VP. Je dois donc combattre mon premier seuil de tension VP. Lorsque j'ai atteint la tension VP, le TUJ va devenir passant et il y aura donc un gros courant IE, presque un court-circuit. À ce moment-là, nous savons qu'à l'interne, il y aura un effet de résistance négative et le TUJ va donc demeurer passant tant et aussi longtemps que la tension VEB1 est supérieure à la nouvelle tension de référence, la tension de vallée. Donc, il faut dépasser la tension VP pour rendre le TUJ passant et ensuite il demeure passant tant que notre tension VEB1 ne redescend pas sous le seuil VV, le deuxième seuil de tension, qui retournera donc le TUJ à son état bloqué. Ça résume donc le fonctionnement de notre TUJ. N'hésitez pas encore une fois à venir poser vos questions, à discuter entre vous du fonctionnement dans le canal Teams, qui est une excellente plateforme pour collaborer ensemble. Débutons maintenant une application. Vous voyez que le type de circuit que je vous mets ne contient aucune valeur de résistance, aucune valeur de tension, aucune valeur de condensateur, étant donné que notre objectif, pour la majorité des circuits de semi-conducteur 3, n'est pas de calculer des tensions, des courants ou des valeurs, mais bien de comprendre le fonctionnement, d'être capable de déduire le fonctionnement général, ce qui va nous amener à être capable de faire du dépannage de façon efficace, sans, on pourrait dire, s'enfarger dans les fleurs du tapis, avec des petites tensions parasites ou des courants ou des calculs très précis. Si on regarde notre premier circuit qui est à l'écran en ce moment, ce circuit-là est appelé un générateur d'impulsion positive. Bon, déjà, on se doute que le circuit va émettre des impulsions. Quelle est la source de tension? Vous remarquez que c'est une tension DC. Une tension DC, et nous voulons, à la sortie du circuit, qui vraisemblablement se retrouve ici, nous voulons avoir des impulsions. Comment est-ce que cela peut se produire? Regardez ici le condensateur qui probablement se chargera par le niveau DC. Rendu à un certain niveau de tension au condensateur, quelque chose se passera au TUJ. Et quand le condensateur redescendra, il y aura autre chose qui va se passer avec notre TUJ. Pour vous permettre de réfléchir correctement, gardez en tête que ce condensateur de sortie-là, si vous le remarquez, pourrait très bien ressembler à ce qu'on appelle un condensateur de couplage, comme nous avons vu à la sortie de plusieurs circuits d'amplification en semi-conducteur 2. Un condensateur qui se retrouve en série avec la sortie, si vous vous rappelez, le rôle était habituellement de couper le niveau DC.
un niveau DC que nous ne désirons donc probablement pas. Tentez d'analyser ce circuit, essayez de comprendre son fonctionnement. Prenez quelques minutes, je vous encourage à faire pause à cette vidéo et à discuter entre vous au besoin. Allons-y maintenant pour l'explication de ce premier circuit. Initialement, nous avons une tension DC à notre source. Cette tension DC arrive à notre base 2. Nous savons qu'entre la base 2 et la base 1, il y a une certaine résistance, quelques kiloohms. La valeur exacte pour l'instant ne nous importe pas. Et ici, il y a une autre résistance avant d'aller à la masse. On sait donc qu'ici, nous allons avoir, lorsque le TUJ est à son état initial, bloqué, un certain niveau DC. Peu importe son niveau, il y a un certain niveau DC ici. S'il y a quelques volts, on va dire un chiffre au hasard, 5 volts, nous savons que le condensateur de couplage va finir par se charger. Il y aura donc 5 volts ici et 0 volts de l'autre côté. Le condensateur va être chargé avec 5 volts, ce qui permet, comme vous avez vu en semi-conducteur 2, de couper le niveau DC et nous aurons donc une belle ligne droite à 0 volts à la sortie. C'est l'état initial de notre circuit. Pendant ce temps-là, la source va circuler dans ma résistance, qui va limiter le courant, et va venir graduellement charger mon condensateur ici. Ce condensateur-là est directement relié à mon émetteur. Le condensateur va se charger graduellement dans une courbe, il va se charger, et lorsqu'il aura atteint la tension VP, la tension de pic, tension qui est nécessaire pour rendre le TUJ passant, alors le TUJ va devenir passant entre l'émetteur et la base 1. Ce sera presque un court-circuit. Le condensateur va donc pouvoir se décharger subitement vers ma sortie. Le condensateur de couplage ne sera pas capable de s'adapter, étant donné que son rôle est de couper un niveau DC, et nous allons voir donc cette impulsion à la sortie. Impulsion qui est directement la décharge de ce condensateur-là vers la sortie. Donc notre condensateur va se charger. Lorsqu'il aura atteint la tension VP, TUJ devient passant et nous avons donc une tension élevée, une tension positive à la sortie momentanée. Pourquoi cette tension est momentanée? Parce que le condensateur va donc maintenant se décharger vers la sortie. Il va se décharger, le TUJ va rester passant tant que mon condensateur ici n'aura pas descendu sous mon deuxième seuil de tension que nous avons nommé la tension VV, la tension de vallée. Lorsque le condensateur se sera déchargé suffisamment, le TUJ va donc se rebloquer. Quand le TUJ va se rebloquer, nous allons retomber à son état initial, avec une tension d'environ 0 V à la sortie. Le TUJ étant bloqué maintenant, le condensateur va pouvoir recommencer son cycle et la tension DC va venir recharger le condensateur, lequel va augmenter jusqu'à atteindre la tension VP, va déclencher le TUJ, une tension se représente de l'autre côté, tant et aussi longtemps qu'il ne redescendra pas ensuite sous la tension VV. Et le TUJ va donc se rebloquer. Et le cycle continue comme ça à l'infini. Le TUJ devient passant, le condensateur se décharge, une tension est présente à la sortie, jusqu'à ce que le TUJ se rebloque, le condensateur se recharge,
Et lorsqu'il a atteint encore VP, il redéclenche le TUJ et ainsi de suite. Nous avons donc créé un générateur d'impulsions qui va donner des impulsions positives à la sortie avec une fréquence, si on pousse un peu notre analyse, qui va directement dépendre du taux de charge de notre condensateur au travers de cette résistance par la source. C'est donc le plus simple des circuits d'utilisation d'un TUJ qui va transformer une tension DC fixe en des impulsions positives à sa sortie. Prenez bien le temps de comprendre et d'en discuter entre vous pour bien assimiler ce circuit-là. Continuons avec l'analyse d'un deuxième circuit. Nous avons encore un générateur d'impulsion. Mais cette fois-ci, les impulsions seront de forme d'onde carrée. Alors que dans notre premier circuit, les impulsions de sortie avaient la forme de la décharge du condensateur. Cette fois-ci, nous voulons des formes d'ondes carrées, un peu comme pour des circuits numériques. Vous voyez qu'il y a une petite différence dans notre branchement. Le condensateur de couplage qui amène à la sortie est maintenant en haut du TUJ, soit branché à la base 2 au lieu d'être à la base 1 comme tantôt. Nous allons voir qu'est-ce que ça fait comme différence. Encore une fois, initialement, notre TUJ est bloqué. Si notre TUJ est bloqué, le courant qui part de ma batterie, de ma source DC, peut circuler dans ma résistance, mais ne peut pas circuler dans mon TUJ. Mon TUJ est donc bloqué. Qu'est-ce que le courant peut faire, par contre? Il peut traverser ma diode et venir charger mon condensateur. La diode qui est dans le bon sens, mon courant peut circuler au travers de la diode et venir charger mon condensateur. Initialement, mon condensateur étant à 0, la tension ici est à environ 0, la tension de l'autre côté de la diode est peut-être d'environ 0,5, 0,7, soit la chute de tension de la diode, ce qui n'est probablement pas suffisant pour déclencher mon TUJ. Mon condensateur se charge donc graduellement. Il va se charger jusqu'à atteindre la tension suffisante pour que la tension à cette borne ici et donc la tension à cette borne ici soit assez élevée pour déclencher mon TUJ, soit plus haute que la tension VP. Une fois la tension VP atteinte, mon TUJ va devenir passant. En devenant passant, nous savons que la résistance ici diminue. Il y aura donc une faible tension à cet endroit-là. Faible tension qui va même être enlevée par mon condensateur de couplage DC. Et nous aurons donc environ 0 V à la sortie. Pendant ce temps, le TUJ est passant, étant donné que le condensateur et donc la tension à l'émetteur du TUJ aura atteint et dépassé la tension VP. Maintenant, lorsque le TUJ est passant, dans notre premier exemple, le condensateur pouvait se décharger au travers du TUJ, mais maintenant nous avons une diode ici qui empêche le condensateur de se décharger trop rapidement dans le TUJ. Qu'est-ce qui va se passer? Le condensateur doit donc se décharger dans la résistance qui est ici, qui va limiter son taux de décharge. Le condensateur se décharge dans la résistance graduellement et le TUJ, donc, pendant tout ce temps-là, demeure passant. S'il demeure passant, la résistance interne est faible et nous avons une faible tension, environ 0 à la sortie, grâce au condensateur de couplage.
Lorsque le condensateur se sera suffisamment déchargé au travers de la résistance, la tension à cette borne ici va donc diminuer jusqu'à atteindre la tension de reblocage, la tension VV. À ce moment-là, le TUJ va se rebloquer. En se rebloquant, la résistance interne du TUJ augmente, revient à sa tension nominale, et il y aura donc plus de tension à cette borne. Si ici nous avons une résistance fixe et la résistance augmente subitement ici, c'est que notre tension ou diviseur de tension, on pourrait dire ici, augmentera. Nous avons donc à la sortie une tension qui subitement va augmenter. Nous allons donc avoir une tension, disons un chiffre au hasard, de 5 volts à la sortie, comme une valeur nécessaire pour une onde de circuit numérique. Et cette tension de 5 volts va demeurer élevée tant et aussi longtemps que le TUJ va demeurer bloqué. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Le cycle va recommencer, le TUJ étant bloqué, le courant va venir recharger mon condensateur jusqu'à ce que celui-ci augmente au-dessus de la tension nécessaire VP. Et alors, le TUJ va se réenclencher, redevenir passant. La résistance interne, à cause de l'effet de résistance négative, va diminuer subitement. Et la tension, donc ici et à la sortie, reviendra aux alentours de 0. Nous allons donc avoir, si on résume, une tension d'environ 0 lorsque le TUJ est passant et une tension élevée, on pourrait déduire une tension de 5 volts, lorsque le TUJ est bloqué. Ça nous permettrait donc de créer une forme d'onde carrée 0,5 volts qui pourrait être nécessaire pour des circuits numériques. La différence avec le premier circuit, c'est que grâce à l'effet de la diode ici, le condensateur ne se décharge pas par le TUJ. Et donc, nous ne verrons pas à la base 1 ici la forme d'onde qui représente la charge et décharge du condensateur. Mais nous allons bien voir une forme d'onde carrée qui est uniquement relative au fait que le TUJ est bloqué ou passant. Ça nous permettra donc d'avoir, comme mentionné, une forme d'onde qui s'approche d'une forme d'onde carrée, comme pour les circuits numériques. Encore une fois, soyez sûr de bien comprendre ce circuit, posez des questions entre vous sur le canal Teams afin de bien l'assimiler. Terminons avec notre dernier circuit pour aujourd'hui, un autre circuit de générateur d'ondes carrées. Cette fois-ci, un peu plus complexe. Mais vous allez voir, le phénomène qui se produit ici, nous allons le revoir dans beaucoup de circuits à l'étude en semi-conducteur 3, et c'est donc très important de bien le maîtriser. Le phénomène est associé au condensateur que nous retrouvons ici. C'est ce condensateur-là qui va définir quand les TUJ qui sont présents sont bloqués ou sont passants. Nous pouvons déjà déduire que ces deux TUJ-là, comme nous avons un générateur d'ondes carrées, ne seront probablement pas passants en même temps, mais vont sûrement travailler en alternance. Encore une fois, ce n'est qu'une déduction. Mais suite à l'analyse, je crois que nous allons prouver cette déduction. Bon. Débutons donc notre analyse. Initialement, notre tension DC, qui est présente ici, est appliquée au travers d'une résistance presque directement à l'émetteur du TUJ.
le TUJ d'en bas, ici. On pourrait donc, pour une analyse simple, dire que ce TUJ-là va devenir passant le premier. Il va donc devenir passant parce que la tension est presque directement appliquée à son émetteur. Il va donc dépasser la tension VP et il va donc devenir passant. En devenant passant, la résistance interne diminue, la tension ici diminue, et de l'autre côté, nous aurons donc une faible tension. Vous voyez que pour l'instant, ça ne m'importe même pas de déduire une valeur exacte. Je sais, j'ai déduit que lorsque ce TUJ-là sera passant, la tension sera faible à la sortie. Très possiblement 0 volts. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Est-ce que ce condensateur-là, au moment 0, est chargé? Eh bien non. Il doit se charger avec le temps. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Ce TUJ-là, ici, étant bloqué initialement, la tension doit venir ici circuler et charger graduellement mon condensateur. En chargeant mon condensateur graduellement, la tension va donc augmenter, augmenter, augmenter. Si vous vous demandez quelle est la tension à la base ici de mon condensateur, bien, comme le TUJ est passant à l'état initial, c'est presque la masse que nous avons donc ici. On peut dire qu'il y a donc environ une faible tension, presque la masse ici, et que ma tension DC va donc graduellement venir charger mon condensateur à ce point-là. Le condensateur se charge, se charge, se charge, jusqu'à combattre la tension VP. Lorsque le condensateur aura atteint la tension VP, c'est ce TUJ-là qui va devenir passant. Et c'est là qu'il faut bien comprendre ce que j'appelle la petite magie du semi-conducteur 3, qui tourne complètement autour de ce condensateur-là. Pour donner des valeurs très approximatives, imaginons que nous avons environ la masse à cet endroit-là par le TUJ qui est passant, presque 0, et que cette tension-là augmente, augmente, augmente jusqu'à atteindre VP. Disons que VP est de 10 volts. Imaginons que ça nous prend 10 volts pour rendre ce transistor TUJ-là passant. Il y aurait donc environ 0 en bas, environ 10 volts en haut, et à ce moment-là, le TUJ deviendrait passant. Quand il deviendrait passant, nous avons dit qu'entre l'émetteur et la base 1, c'est presque un court-circuit. La masse qui est présente ici va donc se ramasser, appliquée environ ici. Le 10 volts que j'avais à ce condensateur-là va donc subitement tomber à 0. Je vais prendre le 10 volts que j'avais ici et je vais le diminuer jusqu'à 0. Il va donc perdre 10 volts instantanément. Je n'ai pas perdu 10 volts dans mon condensateur. Le condensateur ne peut pas se décharger aussi rapidement que ça. Qu'est-ce qui va donc se passer dans la réalité? C'est comme si je changeais ma référence. J'avais 10 volts ici et je le mets maintenant en référence à 0 volts. Je l'ai diminué sa référence de 10 volts. De l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer? J'avais une faible tension, peut-être 0, et elle chute, elle aussi, instantanément, parce que le condensateur ne peut pas réagir aussi vite que ça. Nous allons voir une tension qui va descendre peut-être à moins 10 volts. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours 10 volts de différence dans mon condensateur. Il est chargé à 10 volts entre ces bornes. Si je force la borne ici à 0,
ben, l'autre borne sera forcée momentanément à moins 10. Qu'est-ce que cela va faire? Ça va donc évidemment rebloquer ce TUJ-là. En rebloquant ce TUJ-là, la résistance interne augmente subitement et la tension à ma base 2 ici va donc, elle aussi, augmenter. La résistance en bas est plus haute, la tension ici est plus haute. Et j'aurai donc une forme d'onde positive. Peut-être, encore une fois, un 5 volts DC pour du numérique ou dépendamment comment ce circuit sera conçu. Le transistor devient donc passant. La borne ici est presque à la masse. Et le TUJ ici est bloqué. Quand le TUJ est bloqué, nous avons une tension, comme on a dit, élevée à la sortie. C'est le premier cycle. Mais ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que mon courant va vouloir faire maintenant? Mon courant ici, la tension de ma source DC, va vouloir graduellement venir recharger mon condensateur. Le condensateur, qui est à une tension très très faible, va venir se faire recharger. Maintenant, ma référence de masse est à ce côté-ci. C'est comme si je dessinais une masse à ce côté-là du condensateur. Mon condensateur va donc se charger à l'inverse. Et c'est la tension ici qui va augmenter, 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 jusqu'à combattre le seuil VP de mon TUJ d'en bas. Et lorsqu'il y aura donc, on dit un chiffre encore au hasard, peut-être 10 volts ici et environ 0 ici, bien c'est ce TUJ-là qui va redevenir passant. En redevenant passant, il va appliquer une masse de référence ici. Ma borne qui était peut-être à 10 volts va subitement chuter à 0 volts. Et l'autre borne de l'autre côté, qui était environ justement à 0, va elle aussi, par le même principe qu'on a mentionné, parce que nous avons changé la référence d'en bas, va tomber immédiatement à peut-être moins 10 volts, le temps que le condensateur réagisse. Ça va rebloquer ce TUJ-là, la masse ne sera plus appliquée ici, et le cycle va recommencer. Le transistor ici étant passant, la tension à son diviseur de tension va être réduite. La tension à la sortie va retomber à un niveau bas. Et le courant va venir graduellement recharger ce condensateur-là, jusqu'à, encore une fois, rendre ce TUJ passant, appliquer la masse, envoyer une tension négative, rebloquer ce TUJ. Et encore, le cycle va recommencer. On va ensuite charger ce côté-là jusqu'à ce que lui devienne passant. Quand lui devient passant, lui va se rebloquer, car une tension négative va être envoyée par le condensateur, et ainsi de suite. C'est très important de prendre votre temps pour comprendre ce circuit-là. Ce n'est pas un circuit simple, surtout pour notre premier cours, mais si vous êtes capable de comprendre le fonctionnement du condensateur, qui change sa référence, vous allez comprendre la majorité des circuits qu'on va étudier en semi-conducteur 3 au cours de notre session. Gardez toujours en tête qu'un condensateur ne peut pas se charger et se décharger instantanément, ce qui veut dire s'il y a 10 volts aux bornes de mon condensateur et que je force le côté de 10 volts à 0, instantanément, l'autre côté va donc tomber à moins 10, et ainsi de suite. Je comprends que c'est un concept qui peut être difficile, mais gardez en tête le mot « référence ». Ce n'est pas parce qu'il y a 0 d'un côté et 10 de l'autre côté que je ne peux pas changer mes références. 0 volt étant ma référence. Mais vous savez que si on est dans un avion et qu'on passe
au travers de turbulences avec de la tension statique qui est accumulée, ben peut-être que l'aéronef, en vrai, par rapport à la masse, va se charger à 1000 volts de tension statique. C'est vraiment ce concept de référence-là. Même si mon condensateur a 1000 volts d'un côté, s'il est chargé à 10 volts entre ses bornes, il y aura donc 1010 volts de l'autre côté. Tout est une question de référence. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre visionnement. Vous pouvez voir les sources ici duquel j'ai tiré mon analyse et ma compréhension, ainsi que plusieurs des circuits d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine.